Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Les requêtes SQL. Ce séminaire se tournera autour des requêtes de consultation de table, la projection, sélection et jointure, et enfin le tri, l'agrégation et enfin la partitionnement. Tout cela avec Dr Sakina Boudia, membre du corps professoral de l'université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Sakina. Docteur Sakina, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci infiniment, Malak. Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Donc, comme a déjà dit Malak, aujourd'hui, on va aborder ce qu'on appelle les requêtes SQL. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une requête SQL? Donc, premièrement, il faut savoir que les requêtes sont utiles pour gérer, administrer et traiter les bases de données. D'accord? Donc, on doit définir tout d'abord la base de données. C'est quoi une base de données? C'est très simple. C'est un ensemble de tables. Et c'est quoi une table? La table, c'est un ensemble des lignes et un ensemble de colonnes. D'accord? Mais la terminologie, elle va changer ici. On verra la terminologie, ce qu'on appelle les tuples. D'accord? Donc, une petite ou bien une brève historique sur le langage SQL. Bon, c'est un langage de programmation, d'accord? Donc, introduction au SQL, le langage de SGBD relationnel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'abréviation SGBD, c'est le système de gestion de base de données. D'accord? Comment gérer une base de données. Donc, premièrement, c'est un langage de requête. En anglais, Structured Query Language. Donc, query en anglais veut dire requête. D'accord? Quelles sont les origines des requêtes SQL? Donc, la première parution, c'était en 1975. Donc, il a été développé sous le nom Quell. D'accord? Ensuite, en 1976, ils ont développé Structured English Query Language, ce qu'on appelle SQL, par la société IBM. Donc, elle est très célèbre. IBM, donc, elle produit quoi? Les logiciels, ce qu'on appelle la partie software. Et en 1981, c'était la dernière version développée sous le nom SQL par IBM toujours. D'accord? Donc, standard ANSI ISO, donc elle est agréée par la norme ISO, la norme SQL 86-89 et la norme SQL de 92, d'accord? Donc, ce sont des normes informatiques. Maintenant, on passe au SGBDR, système de gestion de base de données relationnel. Donc, on a plusieurs logiciels qui permettent de exécuter SQL. Par exemple, le logiciel ou bien le langage de programmation Oracle, Sybase, DB2, Ingress, MSQL Server, MySQL et Microsoft Access. Alors aujourd'hui, on verra comment exécuter les requêtes SQL à l'aide du logiciel Microsoft Access. On va établir quelques clauses et on va les exécuter. D'accord? Mais des différences subsistent selon le SGBD utilisé. Donc, aujourd'hui, on va utiliser une base de données de scolarité. On ne va voir que deux tables, la table étudiant et la table module. D'accord? Donc, quel est le plan de travail? On a les requêtes de consultation de table qui comportent deux axes, la projection, la sélection et la jointure. Et on a deuxième axe qui comporte le tri, l'agrégation et le partitionnement.
Alors, il faut savoir tout d'abord quelques terminologies à propos du langage SQL ou bien des requêtes SQL. Donc, la relation, elle va devenir une table. Je ne sais pas si vous avez assisté à la formation de l'année précédente. Donc, je vous ai montré comment créer une base de données à l'aide, bien sûr, du MCD et du MLD. D'accord? Donc, la relation en MLD, la relation va devenir une table. Juste l'appellation, elle va changer, c'est tout. D'accord? Donc, les tuples, c'est quoi les tuples? Ce sont les lignes ou bien ce qu'on appelle les enregistrements dans une table. D'accord? Et les attributs vont devenir des colonnes. Et en Access, on appelle ça les champs. Les attributs vont devenir des champs. D'accord? Alors, donc, quelles sont les caractéristiques des requêtes SQL? Donc, une instruction SQL, ça veut dire une requête. D'accord? Et quel est le résultat d'une requête? Ça va me donner une table. D'accord? Donc, le résultat d'une requête, c'est une table. Elle comporte des champs et elle comporte plusieurs lignes selon votre requête. D'accord? Et selon votre exigence. Donc, quelle est la formule d'une requête? C'est select from where. D'accord? C'est standard. Select from where. Ça ne change jamais. Mais les attributs, les tables et les conditions, on peut les changer. Par exemple, select attribut. Donc, l'attribut, c'est un champ. Par exemple, le champ non étudiant. Le nom de l'étudiant, je vais le sélectionner. From table, ça veut dire je vais choisir une table et je vais extraire le nom de l'étudiant souhaité. D'accord? Where veut dire que je vais exiger une condition, par exemple, where la date de naissance, par exemple, elle est supérieure à 1992, par exemple. D'accord? Donc, select, c'est un mot anglais qui veut dire sélectionner. From, ça veut dire qu'on va accéder ou bien on va viser une certaine table. Where, ça veut dire lorsque une condition va se réaliser. D'accord? Alors, par exemple, on va prendre cette requête-là, select non étudiant, from la table étudiant, where ville étudiant égale France. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle demande cette requête? Elle demande d'afficher les noms des étudiants qui vivent ou bien qui habitent en France. D'accord? Je veux savoir qui sont les étudiants qui vivent en France. Donc, je vais utiliser cette formule. Select non étudiant, from étudiant, where ville étudiant égale France, par exemple. Donc, from indique là où les tables dans lesquelles on peut trouver les attributs utiles à la requête. On l'a déjà expliqué. Select indique la liste des attributs constituant le résultat. Ça veut dire quels sont les champs que je veux extraire. Where indique les conditions que doivent satisfaire les n tuples. Regardez, tuple, c'est quoi tuple? Ça veut dire les lignes ou bien les enregistrements. Les n tuples de la base pour faire partie du résultat. D'accord? Alors, maintenant, on va pratiquer ce qu'on a raconté. Je vais créer une base de données à l'aide de Microsoft Access et on va établir cette requête-là et on va exécuter pour savoir qu'est-ce qu'elle va afficher. D'accord? Premièrement, je vais cliquer sur Microsoft Access, nouvelle base de données ou bien base de données vide. Ah, désolé, je n'ai pas partagé l'écran. Désolé,
je vais répéter cette étape. Donc, je vais partager l'écran. Donc, je vais partager l'écran tout entier. C'est bon, en principe, il est partagé, d'accord? Alors, je vais sélectionner, ou bien cliquer sur Microsoft Access. Ensuite, je vais cliquer sur base de données vide. Je vais créer une base de données vide. Bon, pour ceux qui ont assisté à la formation, comment peut-on élaborer un logiciel à l'aide de Microsoft Access? J'ai bien détaillé comment créer une base de données. Tout d'abord, on doit établir le MCD, le modèle conceptuel de données. Donc, il est composé de quoi? Il est composé des entités, des relations et des propriétés. Donc, pour chaque entité, il y a plusieurs propriétés, sans oublier la clé primaire, d'accord? Ensuite, après avoir établi le MCD, on va le transformer en MLD, le modèle logique de données. Donc, chaque table ou bien chaque entité va devenir une table, d'accord? Même les relations vont devenir des tables et les propriétés vont devenir des attributs en gardant quoi? En gardant les clés primaires et les clés étrangères, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va créer des tables. Première table, c'est la table étudiant. Donc, qu'est-ce qu'elle comporte comme champ? Ou bien comme attribut. D'accord? Donc, elle comporte ID étudiant. C'est quoi ID étudiant? C'est l'identificateur de l'étudiant. Bien le numéro d'identification. Pour identifier chaque étudiant, il a un numéro différent des autres étudiants, d'accord? Donc, ID étudiant, c'est une clé primaire, donc je dois la déclarer comme variable numérique parce que c'est des chiffres et je vais la déclarer comme clé primaire. Est-ce que vous avez vu comment déclarer la clé primaire? Clic droit, je sélectionne la ligne. Clic droit, clé primaire, d'accord? Ensuite, la table étudiant comporte le nom de l'étudiant. Je vais déclarer cette variable comme une chaîne de caractères, donc c'est texte. Ensuite, on a le prénom. Donc, je vais la déclarer comme chaîne de caractères parce que c'est un texte. Ensuite, date de naissance. Je vais écrire date seulement. Donc, je vais la déclarer comme date. Ensuite, j'ai l'adresse. Je vais la déclarer comme une chaîne de caractères, texte. J'ai la ville. Donc, je vais la déclarer aussi comme une chaîne de caractères, texte. Et je vais ajouter le champ moyenne, la moyenne de l'étudiant pour effectuer quelques clauses de requête. D'accord? Je vais la nommer MOY, M-O-Y. Donc, je vais la déclarer ou bien déclarer cette variable comme numérique parce que c'est un chiffre. La moyenne, c'est un chiffre. D'accord? Donc, je vais enregistrer cette table sous le nom étudiant. Donc, j'écris étudiant. D'accord? OK. Donc, voici ma table étudiant. Est-ce que vous voyez? Donc, elle comporte plusieurs champs.
Donc, les champs, ce sont les attributs. Et lorsque je vais saisir les données, elle va comporter plusieurs tuples, ou bien ce qu'on appelle les enregistrements, ou bien les lignes. D'accord? Donc, maintenant, je vais créer une deuxième table qui s'appelle module. Donc, ce sont les modules en date. Supposons que ce programme-là, ou bien cette base de données, étudie les modules qui restent en date pour chaque étudiant, d'accord? Donc, je clique sur création de table. Je vais écrire ID module. Ça veut dire l'identificateur ou bien le numéro d'identification du module. C'est numérique. ID. Donc, ID, c'est le numéro de l'étudiant. D'accord? C'est numérique aussi. Donc, je vais les déclarer les deux comme clé primaire. D'accord? Je sélectionne les deux. Clé primaire. Est-ce que vous voyez les deux clés ici? Alors. Oui, elle est visible, docteur. Vous pouvez continuer. Très bien, merci infiniment. Alors, on a ID module et on a ID, ça veut dire le numéro de l'étudiant. Et on a le nombre de modules en date. On va l'appeler MB module. Nombre de modules, c'est numérique toujours. D'accord? Donc, je vais consulter les requêtes. Je vais voir si j'ai oublié un certain champ. Docteur, tout va bien chez vous? Oui, oui, c'est bon. Donc, voilà, je vais enregistrer ma table. Je clique sur oui. Ensuite, je vais la nommer module. Module date, ça veut dire les modules en date. Sinon, je vais l'appeler module tout court. Module, ce sont les modules en date. Et maintenant, je vais saisir les données. D'accord? Donc, j'ai l'étudiant numéro 1. Par exemple, il s'appelle Omar. Le prénom, c'est, par exemple, je ne sais pas moi. A, je vais le nommer A. La date de naissance, 19, par exemple, mai 1984. L'adresse, par exemple, c'est Imama. La ville, plutôt non, l'adresse, je vais mettre Tlemcen. La ville, c'est Algérie. La moyenne, par exemple, 9, par exemple. Ensuite, l'étudiant numéro 2. Le nom, c'est Youssouf. Prénom, B. Date de naissance, 15 de 1992. L'adresse, par exemple, Oran. La ville, Algérie. La moyenne, par exemple, 10. Ensuite, l'étudiant numéro 3. Le nom, Amal. Le prénom, c'est. Date de naissance, 19 mai 1985. Par exemple, Constantine. Algérie toujours.
La moyenne, c'est 12. Pourquoi je suis en train de saisir les données? Pour savoir les résultats de la requête. Est-ce que vous comprenez? D'accord? On ne peut pas avoir un résultat sans avoir des données. Est-ce que c'est clair? Donc, l'étudiant numéro 4, par exemple, Malak, prénom D, la date, le 2/12/1993. Par exemple, je ne sais pas moi, quelle adresse je vais mettre? Par exemple, Paris, France. La moyenne, c'est 8, par exemple. Ensuite, l'étudiant numéro 5, le nom, Sakina, prénom, E, la date de naissance, par exemple, le 15/11/1984. Par exemple, je ne sais pas moi. D'accord, la ville, je vais mettre, par exemple, l'Autriche. L'Autriche. D'accord? Je ne sais pas, n'importe quelle. Je vais mettre LLL, c'est l'adresse. Supposons que c'est l'adresse. La moyenne, par exemple, 11. D'accord? Donc, voilà. Ce sont les données correspondant à la table étudiant. D'accord? Maintenant, on passe à la table module. D'accord? Donc, je vais remplir les cases vides. Le module numéro 1, l'étudiant numéro 1, le nombre de modules, par exemple, j'ai 3 modules en date. D'accord? Ensuite, le module numéro 1, désolé, j'ai appuyé sur une touche. L'étudiant numéro 2, les modules en date, on a 2. Ensuite, le module numéro 2, l'étudiant numéro 1, nombre de modules, par exemple 3. Ensuite, numéro 3, on a 5 modules en date, par exemple. Ce sont des données quelconques, d'accord? C'est juste pour vous montrer comment traiter les requêtes, d'accord? Je vais fermer ces 2 tables-là et je vais cliquer sur créer. Maintenant, on va créer la requête. Création de requête. Donc, je vais ajouter mes 2 tables étudiants en double clic, d'accord? Étudiants et modules. Est-ce que vous voyez? Et je vais l'ouvrir en mode SQL. Donc, je clique ici, à gauche, sur affichage, mode SQL. Est-ce que vous voyez ça? Ce menu contextuel. Donc, j'ai SQL. Voilà. Je veux effacer cette formule et je vais copier la suivante. Donc, on a dit qu'on va sélectionner les noms des étudiants qui vivent ou bien qui habitent en France. D'accord? Donc, je vais écrire select nom parce que j'ai déclaré le nom d'étudiant sous cette appellation. Non, NOM. Je ne vais pas changer, sinon ça ne va pas exécuter. Il faut faire attention, d'accord? Select nom from la table étudiant. D'accord? Donc, je vais sélectionner les noms à partir de la table étudiant. From étudiant. D'accord? Where ville égale France. Je vais mettre France entre 2 apostrophes. D'accord? Qu'est-ce qu'il a affiché? Est-ce que vous voyez qu'est-ce qu'il a affiché?
il a affiché une petite table qui comporte un seul champ. D'accord? Donc, le nom, c'est Malak. Je vais savoir si c'est juste. Donc, je vais vers la table étudiant. Je vais consulter. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est Malak qui vit en France. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est juste. D'accord? On va réouvrir la requête en mode SQL. Donc, par exemple, si je vais mettre au lieu de nom, je vais mettre étoile. Select étoile. J'exécute, je clique sur exécuter, le point d'exclamation en rouge. Est-ce que vous voyez? D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a donné qui porte tous les champs et la ligne qui comporte l'étudiant qui vit en France. Est-ce que vous voyez? D'accord? Donc, étoile permet de faire quoi? Permettre d'afficher tous les champs. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc, je ne vais pas fermer. Je vais réouvrir en mode SQL. Par exemple, je veux afficher même les étudiants qui vivent en Algérie. Donc, where ville égale France, and ville égale quoi? Égale Algérie. Pardon, Algérie. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va tous les étudiants qui habitent en France et en Algérie. Donc, je clique sur exécuter. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'a pas affiché aucun résultat parce qu'on a fait une erreur dans l'écriture. D'accord? Donc, étudiant. Pour cela, je vous ai dit de faire attention en écrivant les données. D'accord? Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il a affiché? Il a affiché tous les étudiants, sauf les étudiants qui vivent, bien qui habitent en Autriche. Parce que moi, j'ai demandé l'Algérie et la France. D'accord? Est-ce que vous voyez? Donc, voilà. En Algérie, j'ai 3 étudiants. En France, j'ai un seul étudiant. On compare. Donc, il n'a pas commis une erreur. D'accord? Alors, je vais exécuter une autre requête. Maintenant, on verra la clause distincte. Donc, c'est quoi la clause distincte? Elle permet d'éviter ou bien d'éliminer les doublons. Par exemple, je veux afficher les villes des étudiants une seule fois. Ça veut dire parce que, par exemple, en Algérie, j'ai 3 étudiants qui vivent en Algérie, mais moi, je veux qu'ils affichent une seule fois l'Algérie. C'est ça la clause distincte. On verra comment l'exécuter. Donc, select distinct ville, select distinct ville from, bon, je vais sauter la ligne, from étudiant.
Et on verra qu'est-ce qu'il va afficher. J'exécute. Donc, il a affiché l'Algérie une seule fois, la France et l'Autriche. Pourquoi il a affiché une seule fois la ville Algérie? Parce que moi, j'ai mis la clause distincte. Ça veut dire que je veux éliminer les doublons. Je veux éliminer de répéter le même nom. Est-ce que c'est clair? On va la réouvrir en mode SQL. Je vais exécuter une autre clause. C'est la clause order by. Donc, ça sert à quoi la clause order by? Ça sert à trier les résultats, que ce soit ascendant ou bien descendant. Sauf que pour les descendants, on ajoute des, D-E-S-C. D'accord? Donc, je vais écrire cette requête. Donc, select étoile. Étoile, ça veut dire je veux afficher tous les champs. From étudiant, il faut toujours, il ne faut surtout pas mettre des erreurs en écrivant les noms de champs, d'accord? Sinon, ça ne va pas exécuter, d'accord? Order by, date, order by date. Pourquoi j'ai mis date? Parce que j'ai nommé le champ date de naissance sous l'intitulé date. D'accord? Order by date. Comment les trier? Par date. Exécuter. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Il a trié les étudiants selon la date de naissance en 85, du plus petit vers le plus grand. Ensuite 92, ensuite 93. On verra l'inverse. Ça veut dire du plus grand au plus petit. On doit ajouter quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Descendre. D'accord? D-E-S-C. Order by D-E-S-C. Exécuter. Donc, on doit mettre donc, certainement, on a commis une erreur en écrivant je vais réouvrir en mode SQL. Donc, c'est comme ça qu'il affiche le tri. Donc, lorsque j'exécute, donc, il va afficher du plus petit au plus grand. D'accord? Et le sens inverse, je vais ajouter clause descendre. D'accord? Maintenant, on verra la clause supérieure ou égale. On utilise and et or et not. D'accord? Donc, par exemple, je vais sélectionner le nom d'étudiant et le prénom d'étudiant. Select. Non. Je vais agrandir un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc, il n'y a pas de souci. Select nom et prénom. Regardez, on doit mettre des virgules.
pour sélectionner plusieurs attributs. Select nom et prénom. From étudiant. Where ID étudiant, ça veut dire le nom ou bien le numéro d'identification de l'étudiant, il est supérieur à 2. Supérieur à 2. J'exécute. Donc, qu'est-ce qu'il a affiché? Il a affiché les 3 étudiants qui ont un numéro supérieur à 2. D'accord? Donc, on va voir la table étudiant. Donc, on a Amal, Malak et Sakina. Oui, Amal a le numéro d'identification 3, Malak 4 et Sakina 5. Donc, tous ces nombres-là, ou bien ces chiffres-là, sont supérieurs à 2. Est-ce que c'est clair? Alors, on va réouvrir en mode SQL. Par exemple, si je veux ajouter une autre condition, je vais mettre and ID étudiant, inférieur à 4. Inférieur à 4. Qu'est-ce qu'il va afficher? Exécuter. Donc, Amal, parce que Amal a le numéro 3. Donc, 3, il est entre 2 et 4. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est juste. La clause est juste. D'accord? Donc, ensuite, on va ouvrir en mode SQL. Par exemple, la clause between. Between, ça veut dire qu'on a un intervalle. D'accord? Intervalle veut dire que la valeur est entre 2 chiffres. OK? Donc, je vais garder la même clause et je vais ajouter between 2 and 4. Donc, where ID étudiant between 2, je mets espace, d'accord? 2 and 4. Qu'est-ce qu'il va afficher? Donc, il va afficher 3 étudiants. Qu'est-ce que ça veut dire entre 2 et 4? Ça veut dire, donc on a Youssouf, c'est numéro 2. Amal, c'est numéro 3. Malak, c'est numéro 4. Donc, 2, 3, 4 se trouvent dans l'intervalle 2 et 4. Est-ce que c'est clair? Donc, 2, c'est inclus parce que c'est supérieur ou égal. C'est ça la clause between. Ce n'est pas strictement supérieur. C'est supérieur ou égal. D'accord? Donc, voilà. Si, par exemple, je veux afficher tous les champs, je vais réouvrir la requête en mode SQL et je vais écrire select étoile. Étoile. Donc, il va afficher tous les étudiants qui ont un numéro d'identification qui se trouve dans l'intervalle 2 et 4. D'accord? On va exécuter une autre requête. On va tout d'abord définir les chaînes de caractères. Donc, les chaînes de longueur fixe différentes des chaînes de longueur variable. Donc, c'est logique. Si SQL ne distingue pas majuscules et minuscules pour les mots-clés, il n'en va pas de même pour les valeurs. Donc,
Santabla est différent de Santabla. Est-ce que c'est ce que j'étais en train d'expliquer? Donc, si je change l'appellation, ça ne va pas donner le résultat. D'accord? Je vais garder la même appellation. Minuscule, minuscule, majuscule, majuscule. D'accord? Donc, on a cette requête-là. Elle permet de sélectionner ou bien d'afficher les noms des étudiants qui ont une moyenne inférieure ou égale à 10. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'efface. Select. Nom, virgule, espace, prénom, from, étudiant, where, moyenne, je l'ai nommé moi, d'accord? Supérieur, j'ai dit supérieur ou bien inférieur? Je vais consulter inférieur, d'accord? Inférieur ou égal à 10. Je vais exécuter. Qu'est-ce qu'il a donné? Donc, j'ai 3 étudiants qui ont la moyenne inférieure ou égale à 10. Donc, Omar, oui, c'est vrai, Omar, il a 9 de moyenne. C'est inférieur à 10. Youssouf, il a 10. Donc, c'est inférieur ou égal à 10. C'est juste. Malak, elle a 8. Donc, c'est juste, c'est inférieur ou égal à 10. Est-ce que vous voyez comment exécuter les requêtes? D'accord? Qui permettent de comparer les variables. D'accord? Donc, je vais réouvrir en mode SQL et je vais exécuter une autre requête. Donc, maintenant, on va passer à ce qu'on appelle les agrégations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une agrégation? Ça veut dire ça va me permettre de faire des calculs, c'est ça, de calculer les champs. Donc, count permet de compter le nombre de valeurs non nulles, bien sûr. Max et min permet de me donner le maximum et le minimum. AVG calcule la moyenne des valeurs de la colonne et somme effectue le cumul. Ça veut dire la somme des valeurs. D'accord? Donc, exemple, select count, non. AVG moyenne, minimum moyenne, max moyenne, forme étudiant. Donc, cette requête-là permet d'afficher le nombre des étudiants, la moyenne des étudiants, le minimum des moyennes et le maximum des moyennes. Il faut faire attention, cette formule-là, elle est fausse. Select non étudiant, virgule, AVG moyenne, min, étudiant, max moyenne, c'est faux. Donc, il faut mettre une agrégation. D'accord? Donc, select. Je vais effacer. Select. Count. J'ouvre la parenthèse. Count. Non. Je vais premièrement utiliser une seule agrégation et on va voir le résultat. Select from étudiant. J'exécute. Il a affiché 5. Est-ce que c'est vrai? J'ai 5 étudiants. Je vais consulter. Oui, j'ai 5 étudiants. Omar, Youssouf, Amal, Malak et Sakin. Donc, count permet de donner le nombre des étudiants. D'accord? Donc, je vais ajouter une autre clause. AVG. AVG, c'est la moyenne. Virgule. AVG. Moi. Moi, c'est moyenne. J'exécute. Donc, la moyenne de ces 5 étudiants, c'est 10. C'est quoi 10? Ça veut dire 9 plus 10 plus 12 plus 8 plus 11, le tout divisé par 5. Ça va me donner combien? 10. Est-ce que vous voyez? Je vais
réouvrir en mode SQL et je vais ajouter, par exemple, la somme des moyennes. Exécuter, donc c'est 50. La somme de 9 plus 10 plus 12 plus 8 plus 11, c'est 50. Est-ce que c'est clair? On va réouvrir la requête. J'ajoute par exemple le minimum, min moy. Min moy, donc j'exécute. 8. Est-ce que c'est vrai le minimum des moyennes, c'est 8? Je vais consulter. Oui, c'est 8. D'accord? Ensuite, mode SQL. Minimum, maximum, max, moy. J'exécute. C'est 12. Est-ce que c'est vrai le maximum des moyennes, c'est 12? Je vais voir. Oui, c'est juste. C'est 12. D'accord? Donc, par exemple, si je veux calculer la moyenne des étudiants fois 2. Premièrement, je calcule la moyenne. Regardez. C'est 10. La moyenne de tous les étudiants, c'est 10. Moi, je veux multiplier 10 par 2. Normalement, ça va me donner 20. N'est-ce pas? Donc, moy fois, donc étoile fois, on va l'écrire sous forme d'étoile. Étoile 2. Normalement, ça va me donner combien? 20. On va voir. Donc, il m'a donné 20. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est comme ça qu'on effectue des calculs via les requêtes. D'accord? On verra une autre requête. Maintenant, on verra les jointures. Donc, c'est quoi les jointures? Les jointures, ça veut dire que j'ai la même clé dans les deux tables. Je vais joindre ces deux tables à travers la clé qui existe dans les deux tables. D'accord? Donc, je vais afficher combien de modules en date pour l'étudiant Omar. Qu'est-ce que je vais écrire? Select somme MB module, nombre de modules en date, from étudiant et module. Est-ce que vous voyez? Parce que j'ai deux tables, la table étudiant et la table module. Where non étudiant égale Omar and ID égale ID étudiant. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais effacer tout cela. Select somme MB module, MB module, from étudiant, virgule, espace. La table, la deuxième table, c'est module. Where non étudiant égale Omar. Non égale Omar. Pardon. And. Alors là, je vais mettre la jointure. ID égale ID étudiant. ID égale ID étudiant. Et je vais exécuter. Il a affiché 6. Pourquoi 6? Moi, qu'est-ce que j'ai demandé? La somme des modules, nombre de modules en date pour l'étudiant Omar. On va voir. L'étudiant Omar, donc c'est numéro 1 normalement. Oui, Omar, c'est numéro 1. On va à la table module. Donc, Omar, il a ce nombre de modules. Il a 3 modules en date plus 3 modules en date. Donc, il a 6 modules en date. 3 plus 3, c'est 6. Donc, c'est juste, la requête est juste. Est-ce que vous voyez comment effectuer les jointures? Maintenant, on va voir la clause group by.
Donc, c'est quoi la clause group by? Donc, elle permet de regrouper les données. D'accord? Par exemple, regrouper les étudiants par ville. D'accord? Donc, je vais afficher les villes avec le nombre d'étudiants. Je vais écrire cette clause. Select ville étudiant, count non étudiant, from étudiant, group by ville. Donc, je vais ouvrir en mode SQL. Je vais écrire select count non. Je vais commencer par ville. Select ville, virgule, count, from étudiant, from étudiant, group by ville. Qu'est-ce qu'il va exécuter? Donc, il a affiché l'Algérie, la France et l'Autriche. D'accord? Si, par exemple, je ne vais pas mettre count, on verra qu'est-ce qu'il va nous donner. Donc, count permet de calculer le nombre des étudiants. D'accord? Donc, je vais sélectionner le tout. Donc, je vais mettre étoile. D'accord? Sinon, je vais les écrire. Non. Prénom. Et j'ajoute ville. D'accord? Espace. Désolée. Je vais mettre count. Non. Qu'est-ce qu'il va afficher? Donc, il a affiché l'Algérie, j'ai 3 étudiants. La France, j'ai un seul étudiant. Et l'Autriche, j'ai un seul étudiant. On verra si c'est juste. Donc, l'Algérie, j'ai 3 étudiants, c'est juste. La France, j'ai un seul étudiant. Et l'Autriche, j'ai un seul étudiant. Donc, c'est juste. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on utilise la clause group by. D'accord? Ensuite, on va réouvrir en mode SQL. Donc, il faut toujours répéter pour exécuter bien comme il faut, parce que des fois, on oublie des espaces, on oublie des virgules. Est-ce que vous voyez? On change l'appellation. Pour cela, on aura des erreurs. Pour cela, il faut vérifier la clause bien comme il faut. D'accord? Maintenant, on verra la clause having. Having. Donc, ça sert à quoi la clause having? Ça veut dire les étudiants qui ont une moyenne supérieure ou égale à 5. D'accord? Donc, je vais exécuter cette clause. Select non. Select non. Somme 1 des modules. Ça veut dire la somme des modules. From étudiant et module. Parce que je vais mettre une jointure. C'est pour ça que j'ai ajouté module. Where ID égale ID étudiant. Group by non. Group by non. Donc, exécuter. Qu'est-ce qu'il a affiché? Amal, Omar et Youssef. Parce qu'ils ont quoi? Ils ont la somme des modules 5, 6 et 2. On a vu comment calculer la somme des modules. Amal, c'est numéro 3. Donc, je vais vers la table module. 3, elle a 5 modules en date.
ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Je vais ajouter la clause having some, MB module supérieur, MB module, pardon, supérieur ou égal à, moi je vais mettre 4. 4. D'accord? Ils ont mis 5, moi je vais mettre 4 selon mes données. Qu'est-ce qu'il a affiché? Il a affiché Amal, elle a 5 modules, et Omar, il a 6 modules. On verra si c'est juste. Donc, la table étudiant, Amal, c'est numéro 3. On verra vers la table module. Numéro 3, elle a 5 modules. Donc, 5, elle est supérieure à 4. Est-ce que c'est clair? Ensuite, on a dit Omar. Oui, Omar, c'est numéro 1. Est-ce que vous voyez? Omar, numéro 1. Donc, numéro 1, il a 3 plus 3. Donc, il a 6 modules. Donc, 6, elle est supérieure ou égale à 4, selon ma condition. Est-ce que c'est clair? Donc, ce sont les clauses les plus répandues en SQL. Et si vous voulez bouquiner sur plus de clauses, vous pouvez consulter le lien que je vous ai envoyé ici. Donc, Malak va vous envoyer le fichier et donc vous allez trouver le lien pour consulter plus de clauses. D'accord? Donc, c'est la liste des clauses SQL les plus répandues. D'accord? Donc voilà, normalement, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre présence. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. D'accord? Donc, comme on l'a déjà dit, c'est un langage de programmation. Donc, le langage de programmation a besoin de plus de précision. Donc, il ne faut pas commettre des erreurs lorsque on tape ou bien on écrit les syntaxes. On appelle ça les syntaxes. Et en SQL, on appelle ça les clauses. D'accord? Si, par exemple, vous avez entré les attributs en majuscules, même la requête, vous allez l'écrire en majuscules. D'accord? Et vice-versa. N'oubliez pas les espaces, les virgules, l'emplacement des clauses, etc. Donc, voilà. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Merci infiniment. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Donc, je répète, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. C'est le moment ou jamais, docteur Sakina est à votre disposition. Ok, tout le monde, pas de questions? Tout est bien clair? Il n'y a pas d'ambiguïté? Vous avez bien compris ce séminaire? Oui, docteur. C'est cool, donc je crois qu'il y a un Oui. étudiant. Oui, oui, il y en a un. Donc, Ali Madi, la parole est à vous. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, merci beaucoup pour la présentation. C'était bien clair, alhamdulillah, mashallah. Parce que j'ai pas vraiment de questions, mais je vais essayer de poser quelques questions parce que... Mais c'était très clair, hein. C'était très clair. Juste, j'ai quelques questions, si c'est possible. Je veux savoir seulement sur euh, les bonnes pratiques pour écrire les requêtes, par exemple, performantes. Quelles sont vraiment les bonnes pratiques?
comme ça pour écrire des requêtes performantes. Très bien. Donc, c'est une question pertinente. Quelles sont les bonnes pratiques? Donc, il faut pratiquer et pratiquer et pratiquer. Premièrement, je l'ai déjà dit, on doit passer par le MCD, ensuite le MLD, d'accord, afin de créer une base de données fiable. Parce que si la base de données n'est pas fiable, ça ne va pas donner des résultats de requête fiables. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Oh, D'accord. Et en ouais. pratique, Et, toujours vous exécutez des exercices. ok. Et j'ai encore d'autres questions concernant si on parle de, par exemple, comment fonctionner, par exemple, la cause de groupe, le groupe by et à quoi sert le having, si on parle de having, par exemple. Très bien. Donc, on utilise having toujours avec group by. D'accord? Avec groupe, oui. Oui, pour effectuer des conditions logiques. Ah oui, ok. D'accord? Oui, ok. Et sur la signification, bon, qu'est-ce que signifie la notion vraiment de normalisation dans les bases de données, par exemple? Ça veut dire ils ont obtenu la norme ISO parce que ce sont des normes internationaux. D'accord? Oui, ok, Oui, merci. je vous en prie. Ouais, et une question surtout pour mon domaine concernant euh, SQL aussi, je suis désolé. Et comment vraiment, par exemple, comment protéger une application contre les attaques d'injection SQL? Ah, très bien. Donc ça concerne ce qu'on appelle SQL Server. Donc, est-ce que vous Oui, connaissez ce logiciel, SQL Server? Donc, oui, oui, alhamdulillah. très bien, ça permet de protéger les bases de données des attaques, des virus, ainsi de suite, les intrusions virales, etc. Il faut Oui. maîtriser SQL Server, oui. Ah, ok, c'est-à-dire que à l'intérieur, on peut voir sur les logs et tout ça, n'est-ce pas? Mais bien sûr, oui. Ah, ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci infiniment, parce que Je... en tout cas, merci beaucoup, c'était très clair, machallah. Et j'ai une dernière question, docteur, concernant l'analyse. Comment, par exemple, comment analyser et optimiser une requête vraiment SQL lente, par exemple? Ah, très bien. Donc, vous voulez dire que ce n'est pas une version d'évaluation. Ça veut dire que ça va durer. On appelle ça la durabilité, d'accord? Ou bien Oui, la exactement. viabilité. Très bien, très bien. Il y en a plusieurs formules qui permettent d'assurer la viabilité des requêtes. Donc, on verra prochainement quelques séminaires qui portent sur cet axe-là. D'accord? Donc, restez en contact avec l'université et on verra d'autres cours, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup. Et pour Je- la dernière question, madame, sur comment éviter, parce que j'aime bien vraiment ce séminaire, parce que c'était très clair encore, c'est pertinent, ça aide beaucoup. Et comment éviter les erreurs fréquentes lorsque la rédaction des SQL, par exemple, lorsque la rédaction des requêtes SQL, comment éviter, par exemple, les erreurs fréquentes? Je parle juste des erreurs fréquentes. Bon, les erreurs sont évidentes. On peut, c'est-à-dire, il n'y a pas une pratique sans erreur. D'accord? Je vous Oui, ai donné quelques astuces. Premièrement, le majuscule, il ne faut pas changer. Par exemple, si j'écris les attributs en majuscule, lorsque je vais rédiger la requête, il faut rester en majuscule, d'accord? Et vice-versa, minuscule va rester minuscule. C'est la première règle. La deuxième règle,
il ne faut pas oublier les virgules, il ne faut pas oublier les espaces, ainsi de suite. Donc, il y en a plusieurs astuces. Avec le temps et avec la pratique, vous allez habituer, d'accord? Ok, merci. Merci Je beaucoup. vous en... Et pour la dernière question, je suis désolé, madame, docteur, sur la différence, je veux ça, la différence, parce que j'ai la différence entre, c'est-à-dire que lorsqu'on parle d'une base de données relationnelle et non relationnelle, par exemple, je veux un peu euh, des, encore des applications plus approfondies. Ça fait la différence sur... Très bien. Très bien, c'est une question pertinente. Donc, une base de données relationnelle comporte des relations. Alors là, on parle du MCD, le modèle conceptuel de données. Ça comporte quoi? Des entités plus des relations. C'est ça une base de données relationnelle. Mais une base de données non relationnelle, elle ne comporte pas des relations. C'est juste des tables. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, c'est très Si vous clair. Très, très bien. Si vous voulez comprendre comment établir une base de données relationnelle, vous pouvez consulter ma formation de l'année précédente intitulée Mhm. Comment peut-on élaborer un logiciel à l'aide de Microsoft Access et vous allez trouver comment établir une base de données relationnelle. Merci. Et, Je vous en madame, aujourd'hui, docteur, aujourd'hui, j'ai entendu souvent vous voyez, je pense le big data. Donc, si je comprends bien, c'est les grandes quantités de données. Donc, avec SQL, pour gérer de grandes quantités de données, c'est-à-dire que peut-on utiliser SQL, par exemple, pour gérer de grandes quantités de données, comme par exemple le big data? Très bien, oui. Donc, même SQL permet de gérer les grandes données. On a une variable qui s'appelle memo. Est-ce que vous l'avez remarqué lors Oui, de la oui, oui, déclaration des variables? oui, oui, j'ai déjà remarqué dans... Très bien. Mais je vous conseille d'utiliser Python parce que c'est vaste. Ça comporte plusieurs Oui, syntaxes, oui, pour gérer les big data. ah, ok, ok, Oui, c'est-à-dire il est conseillé d'utiliser Python sur Big Data. oui. Ok, merci. Je vous en Merci, merci infiniment, merci beaucoup, merci. Je vous en prie. C'est très clair, merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Je vous souhaite bonne chance. Merci infiniment, qu'Allah vous protège, Inch'Allah. Inch'Allah. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Pardon. Ah. Donc, Je- je pense que nous n'avons pas de questions et que tout est clair. Nous avons répondu à la plupart des questions. À la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Bon, c'était très gentil de votre part, encore une fois, pour m'inviter pour animer ce séminaire-là. Donc, j'étais très ravie d'être parmi vous. Et donc, espérons qu'il y aura d'autres séminaires, Inch'Allah. Je suis toujours à la disposition de l'université et des participants. Donc, merci infiniment et au revoir. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention tout le monde, il y a un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. On verra Inch'Allah dans nos prochaines activités ou encore après-demain
Non, pas après-demain. Le lundi avec la formation de l'étude de faisabilité d'un projet, ou encore le mardi avec la formation de la théorie des graphes, ou le mercredi avec l'anglais des affaires et plein d'autres de séminaires et ateliers qui vous attendent, tels que l'IA au service du design UI et UX et motivation du cinéma à l'ère de l'IA et plein d'autres activités qui vous attendent. Restez connectés. Nous vous verrons, Inch'Allah, dans nos prochaines activités. Nous vous souhaitons également une excellente fin de journée et une excellente soirée. Au revoir. Au revoir.